Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu entre nous, comme ça, face à face. Et aujourd'hui, pour Agora TV, nous avons des invités de marque. Juste à côté de moi, nous avons Chloé. Bonjour Chloé. Salut tout le monde. Salut Rafi. Quel plaisir de t'avoir avec nous, Chloé. Ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait très longtemps, même trop longtemps, je crois, non? Ça passe tellement vite le temps. C'est pas partagé. Ça fait 5 mois. Mais oui, tu m'as manqué, Rafi. Évidemment. On a aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup, nous, sur Agora TV, et puis les Agoraciennes et Agoraciens aussi, nous le font beaucoup savoir, qui commence toujours ses émissions. Vous êtes bien avec Jasper Madière pour Agora TV. Notre ami Frédéric Chaumont. Bonjour Frédéric Chaumont. Bonjour Rafi. Bonjour. Avec bonjour Jasper Madière, évidemment. Et puis on a le chat. Il y a le chat aussi. Jasper Madère, hein, c'est quand même le symbole du chat. Hein. Le symbole. Oui, c'est vrai en plus. On voit le qui apparaît. Un chat égyptien, il me semble. Ah, là, il y a le vrai, là. Le vrai chat. Voilà. Okay. Et puis, on a un troisième invité, non des moindres, notre ami Mike Borowski. C'est ça, j'ai bien prononcé. Très bien, impeccable. Ah oui, bonjour Mike, comment vas-tu? Bonsoir. Très bien. C'est la première fois qu'on te reçoit sur Agora TV, il me semble. Oui, c'est la première fois. Attends, est-ce que Claude Janvier fait partie de l'Agora TV? Claude Janvier intervient sur Agora TV, ça arrive, oui. Donc, il m'a interviewé. Non, c'est la deuxième fois parce qu'il m'a interviewé pour l'Agora TV. D'accord. D'ailleurs, on le salue. Si tu nous regardes, Claude, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Quand tu nous ramènes un bouquin, on le prendra, il n'y a pas de problème. Parce qu'on aime bien présenter ses livres. Super ces livres. Hein. Et puis voilà. Alors, qui c'est qui veut commencer? Chloé, je te donne la parole. Honneur aux femmes. Ah bah écoute, comme c'est souvent le cas, effectivement, la première à briser la glace, à se lancer dans le vide, c'est les femmes. Donc je m'y colle. Elle brise la glace, elle brise les cœurs. Non, je brise personne et je brise surtout pas les cœurs. Elle brise, mais j'irai pas plus loin. Qui ne sont pas les miennes. En tout cas, moi, je reviens d'un week-end incroyable à Bligny-sur-Ouche sur la pédocriminalité, les placements abusifs. Donc, j'étais avec des parents victimes des associations de l'ASE, notamment en France. Et on a fait le lien donc entre les associations, les lanceurs d'alerte et les parents et les victimes de ces placements abusifs. On a eu également un policier qui était avec nous et une ex-cadre de l'ASE. Donc, c'était un week-end, ce fut un week-end non seulement riche en informations, mais aussi en émotion et en rapprochement. On s'est vraiment fédérés et c'est la première fois de ma vie que je participe à un événement de cette sorte-là, de cette forme-là. On a tissé des liens qui sont très forts et on a pu exposer des situations qui étaient évidemment très émotionnantes, je sais pas si on peut dire, qui vont donner des suites. C'est-à-dire que maintenant on va faire des émissions pour en parler, pour parler de ces situations qui se répètent, pour parler de ces dysfonctionnements judiciaires, pour ne pas dire malversation. Mmh. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, non seulement dans les schémas, dans les pratiques, dans les procédures, mais aussi dans les personnages. Donc, on développera tout à l'heure volontiers. Juste une petite question oui. Par rapport à ton sentiment vis-à-ise de l'information sur ce sujet-là. On a l'impression que la parole se libère un petit peu comme... Totalement. T'es plutôt caché, plutôt... discrédité, pas très crédible. Et depuis que c'est vrai que Gérard Fauré, entre autres, mais aussi Karl Zéro et d'autres, l'ont mis sur la place publique, eh bien, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou et qu'il est temps de débunker, justement, et de traiter. Très dangereux, ce sujet-là? Alors, on va pas dire que c'est très dangereux. Maintenant, plus il y a de monde qui est au Exactement. courant, et moins c'est dangereux, justement. C'est un sujet qui commence à devenir, précisément, un vrai sujet. Un vrai sujet. Qui se débat même sur TPMP, c'est te dire. Sur TPMP. Et Élise Ducet aussi sur France 2. Alors ça, c'était il y a 20 ans. Et qui a eu des gros problèmes. Qui a eu quelques soucis ensuite, mais maintenant qui renie un petit peu ce... Quand elle s'adresse aux fact-checkers, qui sont des officines de délation simplement, elle renie son rôle dans cette dénonciation des réseaux. Tout à fait. On donne la parole à Frédéric. Allez, go. Alors, ben oui, l'actualité pour l'instant elle est ultra chargée. On sent qu'on arrive à un point de non-retour très bientôt. Hein. Je fais allusion à l'aspect financier. Je ne sais pas si ça va être le sujet parce que là, on est vraiment sur un autre thème. Mais c'est actuellement celui sur lequel on travaille et c'est que on arrive vraiment à un tournant. On va être obligé de faire très attention à ce qu'on fait et comment on le fait. Et ce que j'essaye de dire au maximum sur les vidéos que je fais tous les samedis sur Agora TV, c'est de faire en sorte que chaque personne puisse se sentir solidaire des autres. On va avoir des difficultés, ça va être difficile, ça va peut-être être monstrueux même.
je pense qu'on doit s'attendre à avoir des moments extrêmement délicats. Bon, ça fait longtemps que j'en parle. Faites des réserves alimentaires, faites également, mettez aussi vos économies à l'abri autant que possible. Mais bon, on n'a pas encore idée de ce qui va se passer parce que c'est jamais arrivé tout simplement. C'est vraiment une première pour nous et il va falloir l'appréhender avec sérénité. Ce que je dis aussi quand même en contrepartie, c'est qu'on va forcément vers le mieux parce que le pire, non, ça peut pas être pire. On se rend bien compte que maintenant on est gouverné vraiment par des salopards. Je veux dire, ils le montrent tous les jours, ils le prouvent tous les jours. Je veux dire, ils voudraient vraiment le démontrer, ils peuvent pas s'y prendre mieux, quoi. C'est quand on voit de quelle façon Macron enfonce le clou, mais d'une façon absolument mortelle, on se dit quand même, c'est bon, ça va le chat, tu veux le faire à ma place? Donc là, c'est vrai on arrive à ce point de non-retour. Donc on va se retrouver, je pense, du jour au lendemain, sans communication, très certainement. Et c'est là que ça va être très très bizarre, parce que même moi, je ne sais pas comment ça va faire. On va se retrouver sans Internet peut-être demain. Imaginez. Ça veut dire que là, ce qu'on est en train de faire déjà, c'est plus possible. Peut-être on ne pourra plus téléphoner. Peut-être qu'on ne pourra plus. Enfin bref, là, la communication va être coupée. Je connais des gens maintenant qui s'équipent de TX, de radio CD, pour pouvoir communiquer de façon autre, hein, parce que les nuages de fumée, c'est pas la solution, on est d'accord. Donc là, ce dont je suis en train de parler, on n'a pas idée. On n'a pas idée. Mais il faut qu'on soit prêt et il faut qu'on se tienne les coudes absolument. Et il faudra qu'on trouve des moyens de communication. Ce moment-là, je pense qu'il est assez proche quand même. Donc moi, je vois un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, ça bouge beaucoup. Et pourquoi je parle des États-Unis, c'est que tout simplement, tout ce qui se passe là-bas aura un retentissement immédiat avec les autres pays, et dont la France, bien sûr. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions précises par rapport aux vidéos, moi, que je fais tous les samedis sur Agora TV. Les sujets, il y en a tout le temps, hein, de toute façon. Il y a de quoi faire, oui. Le Corona Circus, etc. Bon, ben tout ça, c'est des choses maintenant. Je pense que les gens commencent à comprendre ce qui leur arrive. Il y a une prise de conscience qui est de plus en plus répandue, je le pense. Mais bon, on a toujours des indécrottables, hein, comme on dit, hein, qui restent quand même persuadés qu'on leur veut du bien, que la petite piqûre c'est pour le bien, pour leur bien, le masque c'est pour leur bien, le confinement c'était bien sûr pour leur bien. Bon, je sais pas comment on peut aller aussi loin dans la crédulité, dans la naïveté. Ça me déconcerte un peu, je l'avoue. Et il y a des jours où quand je fais des vidéos, je me dis mais bon, est-ce que les gens me prennent au sérieux ou bien bon, heureusement il y a les commentaires et je le dis souvent, je remercie tous ceux qui laissent des commentaires et qui nous encouragent à continuer dans cette voie d'alerte. Je vois aussi les actions de Chloé que j'appelle toujours la guerrière, parce que voilà, Chloé c'est vraiment the guerrière, elle est partout sur tous les fronts, je sais pas comment elle fait. Et puis bon, quand même aussi financièrement, faut assurer. Et comme je sais qu'au niveau du boulot, ben il y a plus. Hein. La professeure de maths, elle a été gentiment remerciée. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on utilise toujours ce terme-là. Je pense qu'ils t'ont même pas remercié. Voilà, voilà. Je voulais quand même encore tirer un coup de chapeau à Chloé parce que alors là vraiment, elle est partout et tout le monde la connaît et d'ailleurs pour mon anniversaire c'est la seule qui est venue avec Gérard aussi, Gérard que je remercie également. Mignon tout plein. On a le plan tous les deux. Non mais tous les deux, mais nous tous les deux. Je vous assure, ce n'est pas d'une intelligence artificielle. La preuve, regardez. Hein, tu as mal? Ouais, j'ai mal. C'est une vraie personne. C'est pas un clone. Ça, on est au Et courant. pas virtuel, pas virtuel. En direct, tout à fait. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, Voilà. juste un tout petit truc après pour passer à notre ami Mike Borowski, faire attention à ce qu'on dit, puisqu'il y a une personne dans le Nord qui avait parlé d'ordures sur le net et s'est retrouvée à 6 heures du matin avec des gens casqués devant son lit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Éventuellement, l'emmerdeur préféré, comme tu dis souvent sur tes vidéos. L'emmerdeur covidiste belliciste. Voilà, faites attention quand même à ce que vous dites.
Parce que parfois, je crois qu'en ce moment, Non, mais oui. elle va être en bonne main, hein. Donc Valérie Minet, elle s'appelle. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo ce samedi sur Agora TV. Va être prise en charge par Juan Branco. Mhm. Et non seulement ça, mais en plus, il va déposer plainte pour tous ceux qui sont mis en cause dans l'arrestation. C'est-à-dire que ce soit juge, que ce soit avocat, que ce soit gendarme et policier qui seraient intervenus dans une procédure illégale. D'accord? D'accord. Illégale. J'espère que Juan Branco arrivera à ses fins pour ça. Donc, cette pauvre dame qui a eu l'outrecuidance, qui a osé dire que Macron était une ordure, oh mon Dieu, je l'ai dit aussi, là, franchement, je veux dire, si on peut même plus dire ça, qu'est-ce qu'il nous reste, hein? Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est vrai, c'est clair. Bien, alors maintenant, on passe à Mike. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Chloé concernant l'ASE. Et en effet, Gérard Fauré est là-dessus un lanceur d'alerte. Il est aussi lanceur d'alerte sur l'adrénochrome, hein, la fameuse adrénochrome. D'ailleurs, il faut savoir que il est venu une semaine avant chez moi sur TPMP pour en parler. Sur le YouTube de notre YouTube de Géopolitique Profonde, on a fait 550 000 vues sur la question de Pierre Palma, l'adénochrome et les enfants. Ah, rien que ça. Ouais, t'as vu, sur YouTube, hein, alors je sais pas comment on a fait pour rester, mais bon, là, pour le coup, elle y est toujours. Et il faut savoir que aussi l'ASE, j'avais interrogé un adolescent qui était à l'ASE, et il y a des choses, il y a énormément de choses dont on n'est pas au courant. Par exemple, cet adolescent, au lieu de vivre en centre comme tout adolescent pour vivre, eh ben ils les mettent parfois dans des chambres d'hôtel. Vraiment, hein, dans des chambres d'hôtel. Il est d'ailleurs déscolarisé, hein, alors qu'il a 14 ans. C'est là quelque chose qui est caché, qui est mise sous le tapis, la façon dont les enfants, les orphelins ou les enfants placés sont traités par l'administration, par l'ASE, par la DAS et compagnie. C'est une sacrée honte et c'est quelque chose dont il faudrait mettre vraiment en lumière. Alors pourquoi on ne le fait pas? euh, J'ai ma petite idée, hein, parce que par exemple ce môme me disait qu'il était constamment agressé sexuellement. Et ça, j'ai l'impression que l'État veut pas que ça se sache. Alors là, je ne me vois que moi, je ne vous vois plus, que c'est normal, hein. Ouais, évidemment qu'on ne voit que toi, puisque c'est toi qui es Ah, donc c'est que moi, l'honneur, d'accord. évidemment. Bon, bah voilà, là, on nous voit un petit peu Donc tous. voilà, la question de l'ASE, qui est très importante et dont on ne parle pas, et heureusement qu'il y a des Carl Zéro, des Gérard Fauré, et des Chloé, et des Morad de la table aussi, qui sont de ce combat. Malheureusement, c'est pas encore assez. J'espère que beaucoup plus de monde militera sur l'ASE. Et alors, je vais rebondir aussi sur ce que dit Frédéric. En effet, il y a aussi quelque chose, c'est que les gens, en tout cas en France, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas s'informer. Voilà, ils ont dorénavant droit à leurs 15-20 minutes d'information sur TF1, France 2 ou France 3, et ça leur suffit. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué que même les JT sont vachement raccourcis par rapport à l'époque de mon adolescence, hein. À l'époque, on avait droit à 40-45 minutes aux 13h et aux 20h. Maintenant, c'est un quart d'heure. Voilà. C'est un quart d'heure, c'est vachement raccourci. Et on ne parle vraiment que de 3-4 sujets et seulement 2 nationaux. Le reste, c'est des sujets vraiment sur l'étranger. Donc, mais moi, j'aurais cru que les gens se seraient dit, mais quand même, c'est bizarre. Avant, on avait droit à 45 minutes, maintenant, on a droit seulement à un quart d'heure. Bon, bah, je vais quand même essayer de m'informer par moi-même. Eh ben non. Non, les gens, on leur file ce quart d'heure et ils gobent ça et ils sont contents et ils veulent passer à autre chose. Et donc, du coup, l'autre chose, c'est, je sais pas, moi, la télé-réalité, c'est Danse avec les stars, The Voice, c'est les chansons avec Nagui, voilà. Et ça leur suffit. Ils sont pas informés et puis ils sont contents. Voilà. Et puis la Donc, publicité. ouais, c'est la publicité, voilà. Donc nous, notre job aussi, c'est de sortir des affaires et de les mettre au maximum en lumière. Malheureusement, c'est compliqué parce que ce qui n'est pas dit
dans ces grands médias de masse n'existe pas auprès de l'opinion publique. Donc voilà, en effet, je trouve quand même que c'est de plus en plus dur. Alors heureusement qu'il y a des chaînes comme la vôtre, qu'il y a Internet, qu'il y a StreamYard, mais malgré tout, c'est pas assez. Et parfois, donc du coup, parfois on se dit, mais comment faire pour que les gens s'éveillent. Je pense que les gens ne s'éveilleront pas. Et en réalité, la masse ne s'éveillerait pas parce que de toute façon, elle ne veut pas s'éveiller. Elle est très bien là où elle vit, c'est-à-dire dans une forme de consumérisme, voilà, et d'abrutissement. Je pense que, mais malgré tout, il y a quand même un espoir. Faut pas croire. Hein. Je dis pas ça pour qu'on dise ah là là, tout est foutu, tout est fini. Non, parce que de toute façon, lorsqu'on regarde la réalité de l'histoire, hein, de l'histoire passée, ça n'a jamais été une masse de gens qui a fait table rase. Ça a toujours été en réalité une minorité agissante. Parce que la masse, elle, n'agira pas. Même s'il faut se dire aussi une chose, la masse, elle est de moins en moins éclairée, de moins en moins éclairée. Je pense même que, alors qu'il n'y avait pas les outils avant, je pense qu'à l'époque, je sais pas moi, le paysan du Périgord était plus, on va dire, cultivé, avec plus d'envie de connaissances que le gars du Périgord d'aujourd'hui. Et ça c'est vraiment dingue. Ça démontre que quand même, l'État ou les gouvernants ou les élites, entre guillemets, je dis bien les élites d'aujourd'hui, sont plus, je ne sais pas si elles sont plus efficaces ou si elles ont mieux réussi à rentrer dans l'esprit du lambda moyen, on va dire. C'est possible aussi. Après, moi je pense que c'est pas sur la liberté que nous gagnerons notre combat, parce que moi je vais vous dire, la liberté, chacun a sa propre définition. Là, vous voyez, là où je suis au Stade de France. Là où je suis filmé, je suis dans le Stade de France. Et il se trouve que en bas, là, au rez-de-chaussée, ici même, 554 000 personnes ont eu 2 doses. Voilà, ils ont eu 2 doses. Je les ai vus pendant 6 mois, entre mars 2021 et septembre 2021. Pendant 6 mois, j'ai vu des milliers de personnes faire la queue pour recevoir ces 2 doses, fièrement les 2 doses, où ils avaient droit à un papier qui leur disait vous êtes dorénavant libre d'avoir un pass sanitaire et de rentrer boire des coups dans des restaurants. Donc pour moi, là-dessus, nous sommes totalement minoritaires. Ça, je le vois. On a totalement perdu le combat. Hein. La très très grande majorité est persuadée que l'État leur veut du bien, en leur donnant des doses, des triples, des quadruples doses. Non, moi je pense que là où nous pouvons être entendus, c'est sur l'aspect économique. Voilà. Le quoi qu'il en coûte français et le quoi qu'il en coûte européen, parce que voilà, ça s'est fait partout au sein de la zone euro, a créé l'inflation et qui va peut-être aller sur l'hyperinflation. Malheureusement, ça n'a pas créé la hausse des salaires. Et donc du coup, là, les gens ont le contre-coup des prix. Voilà, ils voient que les prix ont pris 40, 50, et sur l'énergie même a été multiplié par 2, 3 et 4. Ne serait-ce que pour les artisans, les entreprises. Et il y aura ils verront sur l'énergie à partir du 1er juillet, parce qu'à partir du 1er juillet, le bouclier tarifaire, c'est fini, puisque voilà, les lois européennes interdisent en gros de subventionner son propre marché. Donc, moi, je vais vous dire, moi, je suis très, très optimiste parce qu'il faut juste attendre. Il faut juste attendre que ils aient mis l'économie à genoux. Voilà, on a voulu mettre l'économie russe à genoux, on mettra l'économie européenne à genoux. Et lorsque le kidam, voit son porte-monnaie et son frigo vide, c'est à ce moment-là qu'il se dit, tiens, là, c'est bizarre. Avant, il y a 2, 3, 4, 5 ans,
dans mon frigo, j'avais à bouffer, et dans mon portefeuille, j'avais de l'argent. Et là, dorénavant, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là que là, les gens se réveillent et se disent merde, mais je crois que j'ai été enflé. Donc, du coup, ouais, je vous dis sincèrement, moi, je suis très optimiste, vraiment. Hein. Mhm. Bah, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, sur à peu près 2 ou 3 sujets que tu as émis. Le premier, tu as parlé de la télévision et les gens qui le regardent. Il y a des effets de masse qui ne veulent pas ou ne comprennent pas. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis quand même, parce que moi, je pense d'une autre façon par rapport à la façon dont est dispensé les programmes à la télévision. Je pense que la télévision est le premier virus mondial qui existe dans ce bas monde et qui provoque, on va dire, à tout à chacun qui la regarde, une maladie qu'on appelle la lobotomisation. C'est depuis quelques années, comme tu le disais, avant, bien longtemps, quand on n'avait pas vraiment ces émissions de télévision, on avait la radio, on avait les journaux, et les gens étaient informés et ils étaient plus captivés, plus ouverts. Et puis la télévision, elle est devenue ce qu'elle est devenue, elle s'est, on va dire, ouverte. Et aujourd'hui, eh bien, comme dirait Mike, notre ami Mike Lavoie, qui a fait aussi un exposé là-dessus, ce sont des marchands de chaos. Et quand on parle de marchands de chaos, ce sont des gens qui viennent vendre du chaos. Et ceux qui sont derrière leur écran et qui le regardent sont des consommateurs de chaos. Ils aiment ça quelque part parce que c'est du matin jusqu'au soir et même parfois du soir au matin, puisque c'est du non-stop. Moi, j'ai constaté quand même que BFM, qui n'avait rien à dire, qui n'avait pas d'informations, qui ne savait rien du tout, allait quand même devant un hôpital où il y avait personne pour dire nous ne savons rien sur Pierre Palmade, mais nous sommes là quand même pour dire que on s'occupe quand même de l'affaire Pierre Palmade. C'est quand même intéressant de voir à quel point ils ont rien à dire et qui continuent toujours à propagander leur soupe à 2 balles. En grosso modo, ça me rappelle un titre d'un film. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Alors, il y a 2 choses. C'est très intéressant. Alors, BFM, bah, ça certes, un public regarde BFM, mais BFM, ça ne reste que, ça ne représente que 2 millions de téléspectateurs par jour. Voilà. Donc, oui. Ça reste malgré tout très minime. En réalité, les gens, le gros des gens, Madame Michu et Monsieur Durand, voilà, regardent le JT du 13h, TF1, France 2, France 3, le 20h de TF1, France 2 et le soir 3 de 19h20 de France 3. Ça représente à peu près entre 20 et 25 millions de personnes. Là, voilà, c'est 3 gros médias. Là aussi, c'est générationnel. Disons que ces 3 gros médias touchent en gros les plus de 50 ans qui ont été élevés avec la télé et qui légitimisent l'information de la télévision. Voilà. Et il faut remarquer une chose, c'est grosso modo à peu près l'électorat du système, dit du système. Voilà, de Monsieur Macron. C'est-à-dire que ces gens-là ne s'abstiennent pas, ils vont voter et ils représentent le gros d'un électorat. Mais dorénavant, il y a aussi une autre catégorie que le système veut avoir à tout prix et qui veut rendre totalement idiot, c'est celui des moins de 25 ans. Et on apprend que, j'ai appris il y a à peu près 3 semaines, un mois, que les moins de 25 ans qui ne consomment plus la télévision traditionnelle consomment, elles, à peu près 2 heures par jour le réseau social TikTok. Voilà. C'est-à-dire que les moins de 25 ans consomment 2 heures par jour, c'est-à-dire l'équivalent de lorsque moi j'étais adolescent, de ces 2 heures de télévision, eux les consomment sur TikTok. Et pour le coup, ça, c'est un réseau social qui est excessivement dangereux. Et moi, si j'étais législateur, je l'aurais fait interdire. Bon, d'abord parce que les informations de TikTok vont en Chine. Voilà, donc du coup, les informations privées des gens en France et d'ailleurs de partout ailleurs en Europe vont en Chine. Et bon, ça, pour le coup,
C'est quand même bizarre, on va dire. Et deuxième chose, TikTok a été créé pour rendre toute une jeunesse additive afin de leur vendre des produits. Alors pourquoi c'est additif? Parce que elle utilise un système qui fait que avec son pouce, on passe tout de suite d'une vidéo à une autre. Et en passant comme ça d'une vidéo à une autre, eh ben, vous voyez défiler des vidéos courtes qui prennent l'attention de ces jeunes et ces jeunes restent 2 heures par jour. Et ça, c'est une moyenne. Hein. Je pense même que c'est plus des 3, 4 et 5 heures par jour. Et ils ne reçoivent pas du contenu éducatif. Parce qu'en Chine, il faut savoir que les jeunes chinois ne reçoivent que du contenu éducatif. Ici, en Europe, ils reçoivent du contenu soit à base d'autres jeunes qui dansent, voilà, bon, donc du coup il n'y a pas d'éducation, soit de la propagande. Ils reçoivent de la propagande et surtout de la propagande actuellement LGBT, c'est-à-dire vous avez les algorithmes mettent énormément en avant de la propagande de gars qui disent ah mais moi je suis une femme ou oui il faut m'accepter en tant que non binaire, en tant que oui voilà maintenant enfin je veux dire mon genre, je suis gender fluide, je suis ceci et cela. Et ces jeunes aujourd'hui sont intoxiqués par ce réseau social. Et moi, je le vois. Hein. Moi, je vois que ces jeunes-là rentrent dans une forme d'idiocratie. Parce que plus on fera de cette génération, allez, osons le mot, des abrutis, plus ces jeunes seront soumis au système. Et ça, c'est excessivement dangereux. Et là-dessus, je pense qu'on a vraiment, nous en tout cas, et vous-même, qui êtes des lanceurs d'alerte importants, vous avez vraiment un vrai travail à faire. Tout à fait. On a une drag queen qui est venue faire de la lecture aux petits-enfants de très bas âge. 6 ans, je crois, à partir de 6 ans. À partir de 5 ans. Oui, quelque chose comme ça. Mont-sur-Rôle, c'était 5 ans. Oui, voilà, ça existe, hein, faut le savoir. Genève, à Bernay. Les invités. Oui. Oui, justement. Alors, si vous voulez parler de ça, il y a une séance, il y a eu plusieurs séances au mois de mars organisées par Tralalita, donc la fameuse drag queen. Oui, c'est ça, oui. Qui se balade en Suisse, donc à Bernay, donc à Genève, dans le canton de Genève, à Vevey, à Martigny, à Mont-sur-Rôle récemment, je crois que c'était le 26, Mont-sur-Lausanne, exactement. Et ça a soulevé pas mal de contestations, dirons-nous. Oui. C'est curieux quand même, hein. Ça fait partie de l'agenda 2030, du 17 Mais il faut savoir que le progressisme, c'est le bras armé du capitalisme et du mondialisme. Voilà. Enfin, je ne suis pas comme les médias mainstream où on va essayer de guider chacun de vous dans des idées qui seraient les miennes ou celles d'Agora TV. C'est pas du tout le style de la maison. Le style de la maison, c'est de laisser chacun s'exprimer comme il l'entend, ce qu'il a à dire. Voilà, sans censure, ce qui nous vaut quand même quelques problèmes hein, sur les réseaux sociaux et des détracteurs, etc. Oui, on est bien au courant. Et Frédéric, tu veux intervenir sur ce qu'on vient de dire? Oui, surtout le terme idiocratie qui m'a fait tilt tout à l'heure. Mike parlait d'idiocratie. Il y a un film qui s'appelle Idiocracy et que je recommande vraiment à tout le monde. Hein. Donc, pour résumer brièvement, c'est l'histoire d'un homme qui se fait malencontreusement congeler. Et donc, il se réveille, je sais pas combien d'années plus tard, dans un monde où les gens sont littéralement demeurés. Et je trouve en fait ce film très visionnaire parce qu'il nous montre le monde tel qu'il pourrait être si on continuait sur cette mauvaise pente d'abétisation par la télévision, par la télévision, la télévision réalité, comme on l'appelle, et qui rend vraiment les gens complètement crétins. Et si on continue à aller vers cette crétinisation, on est vraiment tout à fait dans le scénario de ce film Idiocracy. C'est pour ça je voulais rebondir là-dessus. Regardez-le ce film pour que vous puissiez voir vers quoi il serait bien de ne pas aller, parce que
parce que c'est vraiment affreux, quoi. Vous voyez des architectes qui montent les maisons à l'envers. Enfin, c'est très, très caricaturé, évidemment. Mais je trouve que c'est un film qu'il faut voir pour se faire quand même une petite idée de vers quoi on va. Et c'est moche, c'est moche. Je sais pas pourquoi ils veulent nous rendre aussi crétins. Non, mais là, C'est un film qui a quelques années, hein, déjà. Oui, c'est pas d'hier, hein. Oui. Non, il n'est pas d'hier. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très amusant dans ce film-là, qui est d'actualité aujourd'hui. L'eau. Hein, si tu te souviens bien un petit peu dans le film, c'est l'eau et les cultures qui les arrosaient avec un certain soda, parce qu'on interdisait l'eau. L'eau, c'était mauvais. Il fallait les arroser avec des sodas. Donc les cultures zéro, ils avaient rien à manger. Ouais. Complètement Ouais, idiot. et c'est dans l'hydrocratie. Regardez ce film. Tu as raison, Frédéric Chaumont. Mais regardez, 1980, dans 1984, on impose la novlangue. Pourquoi on impose la novlangue? Parce que moins on a de vocabulaire, voilà, moins on a de vocabulaire, moins on peut décrire une situation, et moins on décrit une situation, moins on se rebelle face à un pouvoir. C'est pareil pour l'idiocratie, c'est-à-dire que plus on est ignorant de quelque chose, et plus c'est le pouvoir d'une forme d'élite qui, elle, n'est pas ignorante de ce quelque chose. C'est tout. Voilà. C'est aussi le support de la pensée, hein, le langage. Hein. C'est Hegel qui disait que le langage et la pensée s'auto-alimentent l'un l'autre. Si on n'a plus de langage, on arrive moins à penser et moins à élaborer des concepts, à être créatif, à avoir d'autres idées pour un autre système, etc. C'est un film de 2006, hein. C'est juste pour la précision. 2006, ça. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Oui, ils avaient déjà compris. Ils avaient déjà compris, oui. Bien, alors Chloé, on commence l'émission, alors maintenant Oui, on a commencé de plein pied. Depuis un petit moment. On s'était présenté, puis maintenant on a dit qu'on allait par la suite, une fois qu'on a fait le tour de table, développer exactement les sujets. Donc ton sujet à toi. Alors, là, il y a plusieurs sujets dans ce week-end que j'aimerais aborder. Par quoi je commence? Par les situations, par exemple. J'ai interviewé Aïda, qui a 2 enfants qui ont été violés dans leur famille. Donc, on parle d'inceste par le grand-père qui est policier. Et quand elle a voulu porter plainte auprès de policiers, évidemment, la plainte n'a pas été considérée, n'a pas été prise. Et les enfants ont vécu de la raillerie de la part des policiers. Alors, je compte faire une émission avec elle dans pas très longtemps. Je dois l'appeler juste après l'émission, d'ailleurs. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sont très fortes, hein, psychologiquement, parce qu'il en faut de la force pour faire face à un système judiciaire qui n'est pas là pour apparemment protéger les personnes, puisque dès qu'on se plaint, dès qu'on dépose plainte, on essaye en tout cas, eh bien, les autorités qui sont censées prendre les plaintes et mener à bien les démarches judiciaires font blocage. Une autre situation avec Sandrine, la maman de Yuna, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc sa fille a vécu également l'inceste et par des compagnons de son père notamment avant ses 6 ans. En 2018, elle dit à sa maman que c'est pas tout à fait son père, c'est le compagnon de sa maman, ont été la chercher à l'école pour un pique-nique et que durant ce pique-nique, il s'est passé des choses dont on imagine. En France, en Suisse, c'est où que ça se passe? Tout ça, c'est en France. En France, les deux. Et Yuna parle à sa maman et actuellement, donc les réponses qu'elle a reçues, la maman, donc Sandrine, c'est internement en hôpital, prison et séparation de sa fille qui est placée aujourd'hui. Elle va écrire un livre qui s'appellera Princesse Yuna. Elle nous a donné le titre en exclusivité, je crois que c'était dimanche. C'est aussi une maman courage, une maman qui garde la joie de vivre, qui est soutenue par un policier, Franck Blanchard, qui a tout décrit sur son site. C'est police juste, je sais plus exactement. Je vous mettrai le lien. Ça, c'est 2 situations qui sont en fait récurrentes. C'est des situations qu'on rencontre tout au long du week-end et tout au long des rencontres que j'ai pu faire depuis plusieurs années que je m'intéresse à ces dysfonctionnements qui existent aussi en Suisse, il faut le savoir, avec le SPMI, le SPJ, tous les services qui sont censés protéger les enfants et la jeunesse. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que 3 personnes que je connais ont eu affaire au même juge dans des affaires à Thonon, à Chambéry, à Annecy, puis à Clermont-Ferrand. Le même juge a été déplacé à chaque fois qu'il y a eu une affaire de pédocriminalité qui a été mise en lumière. Et donc, Yann Lopez a été inquiété, René Fornet, qui était au week-end, et puis Sandrine, pour des affaires différentes, mais qui se ressemblent. Et à chaque fois, le même juge a fait les mêmes entraves.
les détracteurs, les trolls qui agissent sur Internet pour signaler, entre guillemets, donc les personnes qui dénoncent tout ça, Oui. sont les mêmes qui attaquent d'ailleurs, je crois, Agora TV. Oui. Alors une petite précision, tu as prononcé Yann Lopez. Juste pour information, Agora TV a donné la parole à ce monsieur dans le cadre de comme tout à chacun a des choses à dire, et on l'a laissé s'exprimer avec ses raisons, avec son histoire, avec ce qu'il avait à dire. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en aucun cas, nous, Agora TV, nous ne l'avons censuré et conduit sur ce qu'il avait à dire. Ses propos n'engageaient que lui, c'est sa responsabilité. Et encore une fois, nous, Agora TV, la seule chose qu'on a comme mission, c'est d'informer et de laisser les gens se faire leur propre opinion. Loin de là, pour certains qui disent que Yann Lopez serait un membre d'Agora TV ou un ami d'Agora TV ou même un des fondateurs d'Agora TV. Non, c'est un intervenant qui est venu comme toi, comme d'autres personnes sur Agora TV, qu'on a donné la parole. Et en aucun cas, Agora TV n'est responsable de toutes ces personnes qui interviennent sur Agora TV. Chacun est libre de dire ce qu'il a à dire. La parole est d'or et la parole appartient à celui qui la dispense. Voilà, nous ne sommes pas responsables, nous, si des gens ont des problèmes dans leurs oreilles quand ils entendent certains témoignages. Nous sommes un média libre, un média indépendant, comme tout autre média, et notre rôle à nous, c'est de diffuser l'information. Alors, je vais continuer. Donc, pour reprendre par rapport au site du policier en question, je viens de retrouver le nom, c'est police-juste corrompu, donc juste J-U-S-T, corrompu avec un E à la fin, .net. Et j'ai également rencontré Hélène Lombard. Décidément, je fais un amalgame entre les noms. Hélène Lombard, qui a une association qui s'appelle rendez-vous nosenfants.org, qui aide les parents, qui elle-même est victime de placement abusif de son enfant depuis ses 3 ans. Depuis ses 3 ans et demi même, il est placé. Elle l'a vu 8 heures en 13 ans et demi. Il a aujourd'hui 17 ans. Et elle aide tous les parents victimes, entre autres de l'ASE. Elle aide notamment à faire des inscriptions de faux. C'est-à-dire que de façon récurrente, lorsque vous êtes face au système judiciaire en France, il y a des faux qui sont produits et ces faux peuvent être dénoncés. À partir du moment où ils sont dénoncés, le jugement est caduc. Elle explique tout sur son site. J'ai aussi rencontré Emmanuel Décoré, qui est un entrepreneur qui avait une société de dépannage pour les marchés publics en France en 2015, qui était très florissante et qui a été liquidée par le gouvernement français alors qu'elle doublait son chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Emmanuel Décoré a parlé à Macron en direct en 2015 quand il était ministre de l'économie. Celui-ci lui a répondu que pas de problème, monsieur Décoré, on répondra à vos attentes. Quelqu'un viendra vous voir et s'occuper de votre cas. Ça fait 10 ans qu'il attend. Il a parlé, monsieur Décoré, de la déclaration d'exception de nullité. Donc c'est un petit peu dans le même esprit que l'inscription de faux, qui permet en fait de rendre nuls et caducs tous les jugements qui sont rendus. Et d'ailleurs, il est en train de préparer un document qui sera accessible à tous, une sorte de mode d'emploi pour activer les bons leviers, pour rendre caducs tous vos jugements qui sont en fait de facto nuls et non avenus avec le droit français actuellement. Donc ça, je vous donnerai des nouvelles de ça. Et également, j'ai pu revoir mon amie Marion Sigaud, qui a donné une conférence mémorable sur l'hôpital général, qui était un hôpital mis en place sous Louis XIV, à partir de 1656, pour caser et séparer les familles de pauvres, avec des enfants qui étaient placés, les garçons c'était à la Pitié à l'époque, c'était pas la Pitié-Salpêtrière, la Pitié à Paris, et puis Salpêtrière, c'était pour les filles. Et ces enfants subissaient des sévices et des viols. Et puis, ils n'étaient jamais rendus aux parents. Donc, les parents étaient tous séparés. Je vous conseille vivement d'écouter cette conférence qui vaut vraiment le détour. J'ai aussi rencontré une ex-cadre de l'ASE qui a été harcelée puis licenciée suite à ces révélations, suite à ces signalements concernant les dysfonctionnements à l'ASE, qui a eu le courage de nous expliquer sa situation. Et qu'est-ce qu'il y a eu de marquant? J'ai présenté également les standards de l'OMS concernant l'éducation sexuelle qui datent de 2010, et figurez-vous que la version française de ces standards ont été faits à Lausanne, où nous nous trouvons, ou à côté de là où nous nous trouvons actuellement, en 2013, donc émis en 2010 avec le bureau allemand de la santé, avec le ministère, une sorte de ministère de la santé en Allemagne.
avec la complicité active de Santé Sexuelle Suisse, qui est sur la couverture des standards. Et ces standards nous disent explicitement qu'il faut anticiper l'âge de développement et le développement des enfants pour leur inculquer ce que c'est que l'éducation sexuelle, ce qu'ils doivent savoir en matière de sexualité, dans le but, ça c'est Santé Sexuelle, c'est le site de la Confédération Suisse, qui le dit, que les enfants puissent prendre leurs décisions de façon libre et éclairée, si on peut le dire, sur leur vie sexuelle, donc dès la naissance, sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Et puis j'ai parlé aussi dans cette conférence de Alfred Kinsey, qui établissait une sorte d'expérience visant à comptabiliser le nombre d'orgasmes chez les enfants à partir de 2 mois. Il appelle ça une expérience sur les orgasmes des préadolescents. Donc, je sais que c'est lourd à entendre, que c'est très difficile. Non, je suis assez surpris, moi. C'est choquant, et tout ça est écrit dans des documents officiels. Vous tapez standard OMS éducation sexuelle, vous tombez sur le document. Je vous invite à lire à partir de la page 38, qui parle. Et les mots sont importants, encore une fois, on parlait de la novlangue. Mais la partie qui décrit tout ce que l'enfant doit savoir à partir de sa naissance s'appelle la matrice. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle aussi quelque chose. La matrice, c'est l'ensemble des concepts et des préceptes que doivent avoir les enfants de 0 à 15 ans. À chaque âge, un apprentissage, notamment la masturbation enfantine à partir de la naissance, entre 0 et 4 ans. Mon Dieu. Je vous laisserai regarder la conférence, mais accrochez-vous parce que c'est Je voudrais simplement rebondir par rapport à l'introduction qu'on avait fait tout à l'heure, quand tu as commencé à parler, où je te disais que c'était quand même un sujet à une époque tabou et que ça commençait à se libérer, la parole commençait à se libérer, mais n'empêche que tu nous as donné quelques exemples de personnes qui se sont aventurées dans la libération de cette parole et qui seules se sont retrouvées dans des situations, on va dire, très graves. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tu m'as parlé d'un entrepreneur qui il y a 15 ans en arrière et aujourd'hui. Alors lui n'était pas sur le sujet des enfants et des placements abusifs. Simplement, il avait une entreprise qui fonctionnait bien. Il a dû vendre sa maison finalement pour payer les frais à cause de la liquidation forcée de l'État. Mais effectivement, les personnes qui dénoncent en général, que ce soit ce sujet-là ou d'autres, sont notamment embêtés, entravés dans leur métier. Moi, j'ai été quand même licenciée, mais je ne suis pas du tout la seule. On voit rien que les suspendus en France qui ont refusé cette injection expérimentale ont été suspendus depuis plus d'1 an et demi. On voit qu'on a un problème avec le métier. On a un problème aussi avec les banques, avec les rémunérations lorsqu'on veut faire une cagnotte. D'ailleurs, je l'expérimentais pas plus tard qu'il y a 1 heure. Puisque j'ai fait une cagnotte sur Papayou qui, après 1 semaine, a été clôturée. Enfin, en tout cas, on me demande de la clôturer parce que, soi-disant, le projet de cette cagnotte est incompatible avec les conditions générales de cette plateforme. J'aimerais bien savoir en quoi soutenir mon travail est incompatible avec leurs conditions générales, mais j'en saurai peut-être plus dans un mail prochain. Tu sais qu'il y a énormément de monde qui t'aime, sur les réseaux sociaux. Oui, je sais pas. En tout cas, ça. Et qui mon travail dérange. Mon travail dérange, notamment lorsque, qui me veulent du bien et aussi du mal, certains. Il y a eu un article qui a été diffusé dans au moins 5 ou 6 journaux là en Suisse. Entre le 31 mars et le 2 avril concernant mon licenciement, puisque mon recours, a été rejeté, mais il y a 1 mois. Il y a 1 mois, les journalistes, youhou, on se réveille. Il y a même plus d'1 mois, et donc ça a été l'objet d'un article pour dire que mon recours avait été rejeté, comme si c'était une information. Alors, pour information, Le Courrier, qui fait partie de ces journaux qui se fait un devoir d'alerter la population sur tout ce qui se passe dans ma vie, a dit que le 2 avril que je faisais recours auprès du tribunal fédéral, ce qui était une fake news puisqu'à ce moment-là, je ne savais même pas. J'avais plutôt prévu de ne pas faire recours étant à court de moyens. Et on a décidé hier, donc le 5 avril, avec mon avocat, de finalement faire recours. Donc le Courrier n'est pas en reste de ces fake news. Mais bon, on sait maintenant que les médias inventent, les médias font des scénarios, dressent des portraits. Construisent des personnages. Oui, je disais tout à l'heure que tu n'avais pas de clone. Est-ce qu'on en est sûr? Alors moi, je pense pas avoir de clone. Par contre, j'ai des usurpateurs sur Telegram qui s'appellent aussi Chloé F, canal info officiel, qui me mettent la même photo et qui demandent et qui s'adressent à mes abonnés de façon privée, ce que je ne fais jamais avec mon canal public, qui disent merci de faire partie de nous, ce qui est une phrase qui n'est absolument pas française.
Donc ne vous faites pas avoir si vous suivez mon canal Telegram. Mais en tout cas, malgré toutes ces embûches, malgré toutes ces entraves, malgré toutes les diffamations, les calomnies, les problèmes judiciaires et les problèmes au travail ou de banque ou que sais-je, on garde la foi et on sait que la vérité n'est pas loin d'être révélée au plus grand nombre. Tu le disais tout à l'heure, Mike, les choses s'aggravent dans le quotidien des Français et des personnes, pas qu'en France, en Suisse aussi et partout. Ce qui va permettre la claque nécessaire pour se réveiller enfin. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se réveille, notamment ceux qui ont eu des injections et de témoignages dans ce sens. Donc j'ai toujours l'espoir et de toute façon, ce qu'on fait ici, Mike, Fred, toi, Rafi et tous les alerteurs et tous les soldats numériques et toutes les personnes réveillées qui font leur travail, qui sèment leurs graines au quotidien, nous le faisons non pas pour avoir un retour entre guillemets sur investissement ni pour avoir de la reconnaissance, mais bien pour que le monde aille mieux. Pour que le monde soit agréable à vivre, pour que notre dignité humaine soit respectée, pour que nous soyons libres, pour que nous puissions simplement avoir une vie d'être humain qui soit autre chose que celle d'un esclave pour engraisser, enrichir ces prétendus philanthropes qui veulent notre bien, mais sans nous demander notre avis. Je vais en profiter, on est tous là ensemble, en famille, essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et faire une petite chronologie de toutes les, comment dirais-je, noms d'oiseaux et autres qu'on nous a catalogués. On peut déjà commencer par anti-masque. Je me souviens très bien, nous étions des anti-masques. Moi, si tu me le permets, parce que on se connaissait déjà à cette époque-là, toi et moi, Chloé. On fait les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, effectivement. Ouais. Personne ne se revendique être anti quoi que ce soit déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le terme anti-masque est complètement faux et non, comment dirais-je, non avéré. La seule revendication qui a été mise en place à cette époque-là, c'était la liberté de tout à chacun de le porter ou pas. C'est pas être anti quoi que ce soit, la liberté de choix. Eh oui. Ouais, je veux mettre cette église au milieu du village. Ensuite, je pense qu'ici, sur ce plateau et ailleurs, personne ne se prétend être anti-vax. Me semble, quand même. Je ne suis pas anti-vax, tu n'es pas anti-vax. Je vais le devenir à force. Mais pour l'instant, à force, on finit par le croire. Ouais. Voilà. On est, je pense ici, tous ensemble, des comment dirais-je, injections expérimentales. Anti-mensonge, anti-injustice. Voilà, ce qui n'a absolument rien à voir avec les vaccins en général. Voilà, et on est aussi en train d'exprimer la volonté de tout à chacun d'avoir le choix de se faire inoculer ou pas, etc. Parce que cette augmentation de 15% des cas d'autisme n'est pas le fait du hasard. Et ça a été, c'est quelque chose qui a été très très largement défendu par Jean-Bernard Fourtillan. Lui, je dirais pas qu'il est anti-vaccin, mais pas loin. C'est presque le cas à cause de tous ces métaux lourds qu'on incorpore de façon déraisonnée dans tous les autres vaccins que ceux qui étaient affectés au Covid. Voilà. C'était pour une petite parenthèse, je pense qu'elle est essentielle. Et je te remercie. Donc le troisième point que je voulais aussi mettre sur l'église au milieu du village, tu en as parlé tout à l'heure, Mike, par rapport à l'endroit où tu te trouves, et tu nous as parlé d'un nombre important de vaccinés qui sont venus se vacciner apparemment dans cet endroit-là. Je pense qu'ici personne, je le dis clairement, et je prends aucun danger à le dire, n'est contre les personnes qui se sont fait vacciner. On n'a pas de préjugés ni de pointer ou quoi que ce soit envers les gens qui ont été inoculés. Absolument pas. D'ailleurs, on leur tend la main aux personnes qui sont vaccinées ou non vaccinées. Nous sommes ouverts à tout le monde. Il n'y a pas de secte ici, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de gens à mis à part, il n'y a pas de gouffre entre nous. On n'est pas en train de construire quelque chose pour se séparer. On n'est pas dans le séparatisme. On n'est pas dans la doctrine non plus. Voilà. Ou dans le... C'est très important de remettre l'église au milieu du village. C'est très important. Parce que, vous voyez, depuis quelques années qu'on fait cet exercice d'information, on a été catalogué de beaucoup de choses. On a été catalogué d'antisémites, je ne sais même pas pourquoi. On a été catalogué comme extrême gauche, extrême droite, extrême centre, extrême en haut, extrême en bas. On a été catalogué comme homophobe, on a été catalogué comme xénophobe. Excusez-moi, alors je vais vous dire, dans le sein d'Agora TV, on a eu des gens qui sont intervenus, qui ont même fait un duo avec moi, qui étaient de confession juive et que je suis très content
et j'ai été très content d'avoir reçu et que je garde encore de très bonnes relations. J'ai aussi, dans le cadre d'Agora TV, des amis musulmans. On a tous des amis de toutes les Voilà, religions, de toutes que les j'aime nationalités. énormément, C'est que pas un sujet, c'est juste une façon de voilà, nous discréditer. que je respecte. Et figurez-vous, on nous a traités aussi d'homophobes. On a Ah oui, énormément vous savez d'amis ça. qui sont qui sont homosexuels, parce que très franchement, je comprends pas toutes ces accusations qu'on fait de toi, de moi, de Gérard qui est là aussi, bon, et certainement toi aussi, Mike, qui doit aussi subir des noms d'oiseaux de ce genre. Voilà, si vous voulez, on peut rentrer dans le débat, je vous laisse la parole. Entre nous, c'est pas important. Bon, moi, je n'ai pas été injecté, pas par anti quelque chose. Voilà, moi, je suis tombé malade du truc là. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais en Pologne, je revenais de Pologne. Et j'avais 38 de fièvre. Donc, je suis resté 5 jours chez moi à 38. J'ai regardé la télé. D'ailleurs, j'ai revu. Je me dis, merde, c'est ça. En fait, c'est ça la télé. Parce que comme je suis rarement chez moi, donc je regarde très peu la télé. Et là, je m'emmerdais un peu. Donc, je regardais la télé. Je me dis, merde, c'est ça les programmes mainstream. Bon. Et après 5 jours, je me suis senti bien. J'ai rien pris. Hein. J'ai même pas pris les médicaments que des amis m'ont conseillé. J'ai pas pris. J'ai rien pris en fait. J'ai quasiment rien pris. À part du thé, je buvais du thé. Bon. Et puis je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je vais m'injecter un produit chimique pour 5 jours de fièvre, quoi. Voilà, alors que bon, quand on était môme, on avait de la fièvre, on restait chez soi, on mangeait de la purée, jambon purée, voilà, on buvait du thé, des boissons chaudes, et puis bon, et puis ça passait, quoi. Pourquoi est-ce que je vais m'injecter d'un produit chimique, qui peut même peut-être être formidable, hein, je ne sais pas, pour 5 jours de fièvre, voilà, donc. C'est pour ça que je l'ai pas fait, tout simplement. Hein. C'est juste du bon sens, quoi. Moi, j'ai déjà eu 2 fois dans ma vie la pneumonie. Et pneumonie, ça, pour le coup, j'ai morflé. Hein. J'ai eu à 17 ans et à 25 ans. Là, pour le coup, là c'était costaud, quoi. Parce que ça a duré 3 semaines, 1 mois. Mais là, c'est comme si j'avais attrapé, je sais pas moi, une grippe saisonnière. Et quand on attrape une grippe saisonnière, sauf si on est très fragile, hein, et ça, ce que je peux comprendre. Mais moi, je suis pas très fragile. J'ai 41 ans. Bon, à l'époque, en 2021, j'en avais 40. Voilà, on se soigne. Naturellement, il n'y a pas besoin de. J'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi, la doctrine, c'est d'injecter dans tout. Demain, je vais dire, ah ouais, j'ai les pieds plats, il faut une injection. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire des papillomavirus. Oui, oui. Voilà, que le papillomavirus, maintenant, voilà, c'est le nouveau truc. Il a évolué le champ. Dont les 3/4 du grand public ne savaient même pas ce que c'était il y a encore 3 mois. Et ben voilà, on apprend qu'il faut injecter là-dessus. Et on va bientôt injecter pour les oreillons. On va injecter, je sais pas moi, pour tout et pour rien, en fait. Voilà, c'est la nouvelle doctrine. Et moi, entre nous, écoutez, cette doctrine, moi, je la refuse, voilà, tout simplement. Alors, peut-être qu'on est fou, peut-être que c'est être un fou que de le refuser. Peut-être que pour avoir l'atout ou un chat dans la gorge, il faut aussi s'injecter. Bon, je sais pas. Comment on faisait à l'époque? Comment on faisait à l'époque, quoi, je sais pas. Et le corps est capable quand même de se débrouiller. Hein. Oui, c'est une machine merveilleuse, le corps humain. On a un système appelé immunitaire, en tout cas, qui nous maintient en vie. Et le propre de la vie, c'est justement la capacité de se régénérer. C'est tout à fait. L'homéostasie. Le corps, il est fait pour faire ce qu'il faut, pour être en santé et pour faire des maladies quand il a besoin, pour évacuer les toxines de façon. Mais je vois, je vais te dire, chère Chloé, je vois que c'est vraiment le monde moderne, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gosse, quand j'ai appris le vélo, on m'a lancé comme ça, on m'a mis sur un vélo, on m'a quasiment lancé. Voilà, alors je me suis pété la tronche, et moi j'étais un peu casse-cou aussi quand j'étais môme, et donc je roulais très vite, j'essayais de faire des dérapages, des trucs, tu vois, je tombais, j'avais les genoux écorchés, j'ai fait du foot, on taclait au foot, donc j'avais toujours des trous dans les pantalons, et on mettait des écussons là qu'on mettait. Des pièces. Voilà, donc ça c'est normal. Quand on est gosse, on s'écorche, c'est normal. Je remarque une chose, c'est que notre génération,
quand ils ont des enfants, eh ben, ils mettent un casque, coudière, genouillère, protège tibia, coquille. J'ai l'impression que notre société a peur dorénavant de tout. Moi, quand j'étais gosse et que je me pétais la tronche, je me pétais la tronche, je pleurais un coup, puis merci. Là, dorénavant, quand un enfant tombe, le parent, oula, ouf, il la court, il l'amène aux urgences. On l'amène aux urgences. Tu vois. Et tu as entièrement raison, mec. On a tous eu les genoux écorchés avec des croûtes. Moi, tout mon enfant, grave. Mais j'irai même plus loin dans ta réflexion, Mike, parce que tu vois, moi, quand j'étais petit, je faisais les conneries, comme tout le monde. Et je me suis pris des belles baffes par mon père et puis par ma mère. Regardez, j'ai 50 ans, je suis toujours vivant. Aujourd'hui, si vous mettez une baffe à votre enfant, c'est police, secours, tribunal. Parce que c'est un... Et là, tu lèves la main sur tes enfants. Enfin bon, j'ouvre et je ferme cette parenthèse. Voilà. Oui, alors Mike, tu es à Paris, donc tu nous as dit que tu étais au Stade de France, donc t'es pas loin de toutes les choses qu'on voit aujourd'hui. On a vu à la télé, notamment on a vu la rotonde qui avait pris feu. La rotonde qui a pris feu, ouais. Le QG de Macron. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu d'actualité sur Paris? Ce qui se passe sur Paris, pour moi, c'est piloté par l'État. Voilà. Alors, on a les Black Blocs qui sont en fait soit ils sont les idiots utiles de l'État, soit ils sont les complices. C'est un des deux. J'ai pas encore la réponse, mais bon, en tout cas, eux travaillent pour l'État. Dans le sens où plus ils font les cons, plus ils cassent, parce que en fait, l'objectif de l'État, c'est de retourner l'opinion publique contre les manifestants.